Bonsoir. La publicité, elle est clairement partout dans nos vies. Elle s'est imposée comme une part de notre quotidien. Elle est vraiment partout, le matin, derrière la boîte du café, derrière le paquet de céréales des enfants, dans le métro, dans les transports en commun, dans la rue, partout. Et vraiment, aujourd'hui, où qu'on se trouve, on est confronté à la publicité. Et pour cause, on reçoit entre 1500 et 3000 messages publicitaires par jour. Et ces messages qui ont pour objectif de nous vanter les mérites de tel ou tel produit ou service font aujourd'hui partie intégrante des stratégies des plus grosses entreprises. Et les plus grandes entreprises de technologie, ils en font leur principe même de revenus. Donc les sociétés comme Facebook, Google, etc. Proposent des régies publicitaires les plus performantes du monde et en font l'une de leurs principales sources de revenus. Et donc du coup, en fait, cette omniprésence de la publicité, elle est imposée. On n'a aucune liberté de réception, de choisir si on veut ou non voir des publicités. Et tout ça, c'est pas du tout sans effet. En fait, on a pu voir par des études qu'il y a des conséquences mentales, notamment par les injonctions et l'intériorisation de certaines normes. Donc, je vais parler plus tard du sexisme en fait dans la publicité. Et cette pression mentale, elle est aussi, du coup, par conséquence, aussi physique. Et c'est notamment le psychologue Robert Zajon, qui est du coup un psychologue spécialisé dans la psychologie sociale et dans les phénomènes de groupe, qui explique ce qu'il appelle le phénomène de simple exposition, qui est le fait d'être exposé à répétition d'images, de ce qu'il appelle en fait un stimulus, donc un produit ou une idée. Et ce qui fait que en fait, notre cerveau il va analyser ça à répétition comme quelque chose d'agréable et l'associer à quelque chose de positif. Et on va avoir aucun contrôle là-dessus, aucun processus de réflexion. Et tout ça, ça va être complètement inconscient, sans qu'on ait le choix de cette liberté de réception. Donc finalement, on est en fait tous et toutes inconsciemment sujets de cette publicité. Et elle va influer dans nos façons d'agir et aussi d'être, et notamment dans la consommation, dont va nous parler Nathan. Du coup, là, je vais vous parler exactement de l'impact de la publicité sur notre consommation. Souvent, il y a un des arguments des défenseurs de la publicité qui consiste à dire que la pub elle ne fait que réorienter la consommation, et elle ne la fait pas augmenter. Elle permet juste aux gens d'avoir un mode de consommation plus éclairé. Mais en réalité, c'est faux. La pub entraîne bien une augmentation de la consommation par les consommateurs et les consommatrices. Dans un rapport de WWF du Royaume-Uni et du PIRC, donc le Centre de recherche d'intérêt public, qui est une association indépendante, les conclusions tirées, elles ne trompent pas. La consommation augmente bel et bien à cause de la publicité. Et en plus de ça, les ménages sont poussés à épargner moins et consommer plus, et également à travailler plus longtemps. Par exemple, imaginons une personne qu'on l'appellera Perséphone, à tout hasard, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. La publicité va donner envie à Perséphone de s'acheter le dernier smartphone d'une grande marque, alors même que cette personne n'en a pas forcément besoin, puisque son téléphone à clapet, dont la batterie tient 3 jours d'ailleurs, lui va encore très bien. Donc, ce qui est intéressant avec ces phénomènes, c'est qu'on assiste à un renversement du système, enfin de la théorie en tout cas, du système des marchés libres, du système capitaliste, qui est basé sur l'idée que finalement les marchés vont se créer sur un équilibre entre offre et demande, et que l'offre finalement, elle est le facteur déterminant, c'est-à-dire que la demande est le facteur déterminant, c'est-à-dire que sans demande, il ne peut pas y avoir d'offre parce qu'une entreprise qui proposerait des produits alors que personne n'en veut, tout simplement, ne remplirait ni son objectif du coup d'assouvissement de la demande, ni son objectif personnel qui est de faire du bénéfice. Et donc, on se rend compte que du coup, il y a des entreprises qui vont investir dans la publicité pour créer de la demande. Et ainsi, on sort de cette logique qui était censée équilibrer les choses, de dire finalement la demande crée l'offre. Là, en l'occurrence, l'offre est directement créée par les entreprises. Et donc, l'entreprise ne remplit plus que sa fonction, son objectif à elle, qui est de faire du bénéfice, et plus sa fonction sociale, entre guillemets, j'ai envie de dire, qui est d'assouvir les besoins des consommateurs et consommatrices.
Et en plus de ça, du coup, les publicités, elles ont tendance à amener vers une massification des achats compulsifs. Qui n'a pas eu envie d'aller dans une chaîne de fast-food après avoir vu une pub de cette dite chaîne 3 minutes après, ça nous est à toutes et à tous arrivé déjà. Et ça a aussi tendance à faire croire aux individus que bon nombre de leurs problèmes peuvent être résolus par des achats. Et justement, Luna va vous parler des impacts culturels de la publicité sur notre société. Du coup, pour donner quelques chiffres d'une étude de l'OPS, qui est donc l'Observatoire de la publicité sexiste, qui a fait des recherches entre 2019 et 2020, on a pu observer qu'il y a 30% des publicités sexistes qui réduisent les femmes à la fonction d'objet. 54%, c'est des injonctions à la beauté. 47%, une injonction à la jeunesse. Et ce qui est le ressort principal, en fait, c'est la sexualisation des femmes, qui est du coup de 51%, et reste du coup vraiment le ressort le plus important dans les publicités sexistes. On peut notamment parler du publisexisme. En fait, c'est du coup un mot valise entre sexisme et publicité, qui désigne l'utilisation des représentations et de messages sexistes dans la publicité. Par du coup des stéréotypes et des injonctions vis-à-vis des femmes. Oui, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que le sexisme dans la publicité, il n'est pas que dans les valeurs transmises dans les messages, il va être aussi même dans, on va dire, la répartition des rôles, par exemple, dans les publicités. Donc, ce qui est intéressant, c'est donc il y a eu une étude menée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, je vais y arriver, en 2017, qui a essayé du coup d'analyser les spots publicitaires, donc uniquement à la télévision en l'occurrence, et de regarder comment les choses étaient réparties entre hommes et femmes. Et ils ont analysé, justement pour faire leur analyse, ils ont créé 3 catégories: les expertes qui occupent la position du sachant, ceux qui apportent une information, une expertise sur le produit qui est vendu, les consommateurs, consommatrices, et puis des rôles dits esthétiques ou inactifs. Et donc, on se rend compte que 82% des rôles d'experts dans la publicité à la télévision sont donnés à des hommes, contre du coup seulement 18% pour les femmes. Donc déjà, ce chiffre, il est assez édifiant. Et puis après, le rapport du CSA, il montre aussi que finalement, la publicité, justement, propose une vision très stéréotypée de la société. C'est-à-dire qu'on va accorder déjà 8 catégories sur 12. Dans 8 catégories sur 12, il va y avoir plus d'hommes qui seront représentés que de femmes. Mais en plus, ces catégories, ça va être donc majoritairement les jeux d'argent, l'automobile, l'assurance, banque, mutuelle, la technologie, alors que les femmes vont être présentes majoritairement uniquement dans 4 catégories que sont l'entretien du corps, l'habillement, parfumerie, les loisirs et puis les produits médicaux, paramédicaux. Et ces différences, elles sont encore plus importantes quand on regarde justement le graphique qui est là, qui montre la répartition des rôles d'experts et expertes dans les publicités entre les hommes et les femmes par catégorie. On peut voir que les chiffres sont encore plus différenciés selon les genres. Pour analyser un peu plus précisément et concrètement, on se rend compte déjà que c'est souvent centré sur le corps et sur l'apparence des femmes. Il y a toujours cette injonction aux femmes de faire attention à leur apparence. D'ailleurs, comme l'a dit Marin tout à l'heure, en fait, les femmes sont très présentes et majoritairement représentées dans l'habillement, dans la parfumerie, dans l'entretien du corps. Et aussi, elles sont énormément sexualisées et déformées, en fait, finalement. On a ce terme de femme tronc qui désigne l'objectification et la déshumanisation du corps par des moyens comme le cadrage, la position, le plan rapproché, les vêtements ou l'absence de vêtements. Et aussi, je trouve que ça, c'est un exemple qui est assez parlant, c'est le fait de ne pas montrer les yeux. Ce qui fait qu'en fait, la femme, on ne voit pas son regard, donc finalement, elle est rien d'autre qu'un corps. Donc, pour un peu plus expliquer, on va vous parler d'un exemple. Ici, donc du coup, on voit une publicité pour une crème avec donc un plan assez rapproché du visage de la femme. Elle est assez jeune.
Ce qu'on peut noter, c'est qu'elle a la bouche entrouverte, ce qui du coup suggère l'invitation à un baiser. Donc déjà, on voit qu'il y a une sexualisation et une érotisation de la femme. Et du coup, il y a carrément un décalage complet entre l'objet qui est vendu et la femme qui est tout de suite un argument de vente, un objet sexuel et qui devient un appât pour le regard, entre guillemets, qui vise du coup à attirer le désir pour faire vendre l'objet. Pour voir un autre exemple, on a aussi en fait cette espèce de culture du viol et cette violence qui est un peu sous-entendue, banalisée, assez subtilement sous-entendue par l'image. Ici, par exemple, du coup, on a la publicité pour un prêt-à-porter, donc pour un habit. La violence ici, en fait, on voit une femme allongée qui est dans un univers assez singulier. Il y a peu d'indications sur l'objet, à part la marque qu'on peut voir, Molly Bracken. Et en fait, elle est comme inconsciente, allongée, le regard vide. Ça suggère quand même une mise à disposition, en fait. Elle paraît complètement superficielle. Et tout ça, ça suggère une invitation à un acte sexuel sans aucune notion de consentement puisqu'elle a l'air complètement inconsciente. Du coup, ça contribue à cette image de femme-objet, encore une fois, qui reste un argument de vente et qui, du coup, ne se concentre absolument pas sur l'objet à vendre, mais sur le corps de la femme qui reste l'argument principal. Du coup, dans le publisexisme, du coup, là, on a surtout parlé des... Bon, j'ai montré 2 exemples avec des femmes blanches, mais il y a plusieurs catégories qui se dessinent et du coup, des discriminations et des oppressions qui se cumulent, notamment avec le racisme. On se rend compte que la représentation des minorités, et donc des personnes racisées par exemple, elle est très peu présente. C'est souvent une absence totale. En fait, on regarde et on voit qu'il y a beaucoup de personnes blanches, valides, cisgenres, dans un contexte hétéro. Et quand il y a une recherche d'essayer d'un peu de normaliser et de mettre dans les publicités des personnes racisées, en fait, ça ne fonctionne pas vraiment et on va plutôt ça va plutôt marginaliser et être tout de suite très réducteur. Par exemple, il y a aussi l'histoire des prénoms. Là, c'est pas dans cet exemple, mais souvent on met pas de prénoms racisés, mais des prénoms qui sont très occidentaux et qui du coup invisibilisent totalement les prénoms qui peuvent avoir des consonances africaines ou autres d'ailleurs. Comme si finalement c'était trop choquant, trop négatif et qu'il fallait du coup mettre un prénom occidental, français. Pour exemple, du coup cette pub, c'est une pub de parfum, comme vous pouvez le voir, pour un parfum Black Opium. Ici du coup on a une femme noire, ou en tout cas racisée, qui pose pour la pub. En fait, le problème, c'est que ça marginalise et est très réducteur puisque le parfum s'appelle Black Opium et du coup, ça souligne en fait le fait qu'elle n'est pas blanche. Oui, ensuite, on se rend compte que donc il y a d'autres. En fait, la pub a beaucoup d'impact aussi sur, par exemple, la diversité culturelle. On se rend compte aussi que, par exemple, donc il y a un rapport de l'ONU, de la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits culturels, qui fait partie du commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Un des rapports donc de cette rapporteuse qui était assez intéressant et qui montrait notamment aussi que la publicité récupère parfois certaines cultures, certaines parties de la culture et notamment autochtones et tout simplement pour
pour l'utiliser dans un sens commercial, mais je la cite, elle dit souvent en déformant le sens original, sans préciser forcément d'où ça vient, quelle est la signification réelle. Et donc elle rappelle aussi que les peuples autochtones sont protégés par la déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones, et que donc certaines publicités parfois peuvent porter atteinte à ces droits qui sont protégés. Du coup, en fait, tous ces procédés qui vont, comme j'ai parlé pour le publisexisme, mais c'est aussi du coup pour les peuples autochtones, c'est aussi valable, où du coup il y a une atteinte à leurs droits. Du coup, tout ça, ça a des conséquences sur la santé. Il y a des recherches qui ont montré qu'en fait, la diffusion massive, là je vais du coup parler plus du publisexisme, mais la diffusion massive du corps des femmes, elle favorise les troubles, surtout alimentaires. 90% des personnes touchées par l'anorexie mentale sont des femmes, mais il y a aussi des problèmes de grossophobie médicale, d'achat compulsif, ce qu'on appelle l'oniomanie, la chirurgie esthétique et l'accroissement de la charge mentale, et aussi la charge esthétique, parce que du coup il y a une surreprésentation des femmes dans les publicités dans le secteur du cosmétique. Et en fait, par exemple, pour les femmes racisées, non blanches, en fait, on fait la promotion de la femme blanche, de produits pour blanchir la peau, avec toujours cette incitation à se lisser les cheveux. Et c'est notamment Rokhaya Diallo, qui est une journaliste, réalisatrice et militante féministe et antiraciste, qui a parlé en fait de la toxicité de certains produits dont on fait la promotion et qui sont absolument pas adaptés pour la peau noire et qui rajoutent une charge mentale énorme pour les femmes noires. Pour donner un ordre d'idée, le budget cosmétique d'une femme noire, il est 9 fois plus important que pour des femmes blanches, ce qui est assez énorme. Et tout ça, du coup, ça incite toujours à acheter, incite à ce que les femmes changent, se rangent finalement dans des normes, et ça favorise aussi le mal-être et la haine de soi, ce qui a conduit du coup à des troubles alimentaires, par exemple. Ce qui est assez intéressant aussi de noter, donc sur un autre sujet qui est plus la diversité culturelle, c'est que par exemple dès 1985, depuis 1985 en tout cas, il y a eu un grand nombre de rapports de l'UNESCO ou d'autres commissariats de l'ONU ou institutions en tout cas des Nations Unies, qui notaient que la publicité, donc je cite le rapport, impose aux pays en développement des modes de vie exogènes qui leur étaient en partie étrangers. Notamment la rapporteuse spéciale, elle souligne que en fait finalement la publicité, elle est souvent créée par des entreprises occidentales qui viennent amener des modes de vie, des valeurs qui sont souvent occidentales et qui viennent en fait tout simplement étouffer les cultures locales. Et de la même manière, elle rappelle aussi que la diversité culturelle, elle est aussi protégée par l'ONU. Voilà, donc que ça peut avoir un impact là-dessus, et notamment elle rappelle aussi que la publicité tourne autour toujours des mêmes thématiques. Pour les citer, en tout cas la rapporteuse montre le bonheur, la jeunesse, le succès, le statut social, le luxe, la mode, la beauté. Et en fait, toutes ces thématiques, finalement, elles suggèrent que la solution à tous les problèmes rencontrés par l'homme réside dans la consommation individuelle et les signes extérieurs de richesse. C'est ce que dit aussi la rapporteuse. La publicité et les médias peuvent permettre de cultiver des valeurs comme le matérialisme. Et donc la rapporteuse suggère qu'il faudrait laisser plus de poids aux messages, par exemple, d'organisations à but non lucratif, pour permettre de faire contrepoids aux vues diffusées par, je cite aussi, le monde des affaires, qui tourne largement autour de l'incitation à la consommation de services ou de produits. Du coup, la pub est présente partout, ça, on en a déjà parlé et vous le savez.
l'espace public, il en est recouvert et c'est encore le cas vraiment beaucoup aujourd'hui, d'autant plus. Et en fait, c'est le cas parce que des publicitaires achètent ou louent des espaces qui sont finalement très réduits. C'est de l'ordre de quelques mètres carrés pour implanter un panneau publicitaire, par exemple. Et en fait, ces espaces-là, ils vont avoir un enjeu politique et un impact sur la vie des habitants de ces espaces qui est vraiment immense par rapport à la taille de l'emplacement. Et c'est vraiment des aspects qui sont hyper importants et qui devraient être plus encadrés. Et on a par exemple le cas de JC Decaux, que vous connaissez sans doute. C'est le cas de certains publicitaires aussi, qui ont des accords avec les collectivités locales. Donc par exemple, JC Decaux, les panneaux publicitaires qui sont gérés par cette société, c'est un modèle économique qui est différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Ils proposent l'installation gratuite de mobilier urbain et de panneaux d'affichage à destination des collectivités locales et des mairies par exemple. Et cette installation, elle est financée par la publicité qui va figurer sur les abribus, ce genre de choses. Et ça a aussi financé des installations collectives. Donc par exemple à Lyon, les Véloves sont financés et gérés par la société JC Decaux. Mais du coup la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est comment faire pour réguler un milieu dans lequel les acteurs ils ont des accords avec les collectivités territoriales, ils vont même jusqu'à financer nos modes de transport. Comment réussir à vraiment révolutionner ce milieu-là. Dans ces conditions-là, ça me semble assez compliqué. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la publicité, finalement, dans l'espace public, elle ne rapporte quasiment rien aux collectivités territoriales. La publicité, elle contribue à hauteur d'entre 0,1 et 0,5% du budget d'une collectivité. Alors, vous me direz, quand on est à l'échelle de la métropole de Lyon, c'est pas si peu que ça en termes quantitatifs, mais bon voilà, à l'échelle de ville, en fait, plus la ville grossit, plus cette part elle va diminuer. Et par exemple, la ville de Grenoble avait eu une proposition de contrat en 2015 qu'elle a finalement refusée, qui lui aurait permis d'avoir un financement de seulement 0,1% de son budget. Donc voilà, on peut voir quand même que finalement la publicité rapporte très peu à la collectivité locale. Et puis il faudrait voir du coup la balance, l'équilibre entre ce qu'on gagne en mobilier urbain, ce qu'on gagne en budget, ce qu'on perd, voilà. Par ailleurs, on voit que la publicité elle est de plus en plus présente dans l'espace public. On est passé, en fait, elle est de plus en plus présente et de plus en plus agressive. On est passé de panneaux à affichage tout simple à des panneaux roulants qui sont devenus éclairés, à des panneaux vidéo aujourd'hui. Et puis à de la publicité même projetée au sol, parfois fait avec des graphes au sol. Ça a été interdit récemment dans la métropole de Lyon. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé, et notamment on se rend compte qu'il y a de plus en plus de panneaux publicitaires vidéo aussi qui sont dans les vitrines des magasins et qui du coup ne sont pas régulés par exemple le règlement local de publicité ou des choses comme ça. Par ailleurs, la publicité c'est aussi un monopole des grandes entreprises, c'est-à-dire que 0,0002% des entreprises françaises monopolisent 80% de la publicité. Donc voilà, ça invisibilise les petits commerçants qui auraient probablement plus besoin de publicité que ces énormes entreprises. Et donc, pour revenir un peu sur cette question de liberté de recevoir, en fait, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme stipule que toute personne a le droit à la liberté d'expression et que ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Donc il y a bien la liberté de recevoir, et ce qui se pose aujourd'hui comme question, c'est de savoir si cette liberté de recevoir, elle peut aussi se comprendre de manière négative, c'est-à-dire la liberté aussi de ne pas recevoir. Et donc cette question-là, c'est une question importante qui reste à trancher juridiquement et qui serait la bienvenue, en tout cas selon la rapporteuse spéciale de l'ONU du Commissariat des droits de l'homme. Du coup, on vous remercie de nous avoir écoutés, on remercie l'événement, le RIS de nous accueillir, toute l'équipe, et d'être vraiment au petit son avec nous, donc c'est super. Vous nous retrouvez toute la semaine sur d'autres cartes blanches du même type, et voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Et n'hésitez pas à venir discuter aussi avec nous, des choses comme ça à la fin, pour discuter de tout ça, on est toujours ouvert au dialogue. Oui, bien sûr. Merci beaucoup.